Pourquoi travailler avec Parcours? Écoutez, en fait, vous savez bien que nombreux jeunes sont parfois livrés à eux-mêmes le soir. Notre mission, parce que c'est une mission dans l'enseignement catholique d'être chef d'établissement ou enseignant, c'est vraiment l'accompagnement du jeune. L'accompagnement, ce n'est pas uniquement les heures de cours. Je crois fondamentalement à l'intérêt des études. Alors les études dans le sens l'heure d'études où le jeune travaille par lui-même. Simplement livré à lui-même, parfois le jeune a du mal, parfois les parents rentrent tard. Donc cet accompagnement, pouvoir le prolonger au-delà de la journée, au-delà des simples heures de cours et permettre au jeune de rentrer satisfait et structuré chez lui, il est clair que c'est un plus. Beaucoup de parents travaillent tous les deux très tard et donc les enfants sont quelquefois livrés à eux-mêmes. Donc il y a un vrai besoin. Et puis j'ajouterais qu'un élève qui doit faire ses devoirs et qui a des difficultés pour les faire tout seul, il a besoin d'être stimulé par quelqu'un qui lui dit « allez, on y va ». Et il a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit « c'est quoi tes devoirs ?» Et s'il a mal noté, c'est quand même commode d'avoir à côté un autre élève qui avait les mêmes devoirs et dont on peut vérifier ce qu'il a écrit dans son carnet de texte pour que l'autre en profite. Et donc tout ça fait que ça fait une saine émulation, entraide pour que le groupe progresse en s'appuyant les uns sur les autres. Ce qu'on attend des équipes Parcours, c'est que les élèves soient accompagnés de façon très personnalisée, donc à la fois en groupe, parce que c'est différent et ça permet d'avoir une émulation aussi, comme un travail d'équipe, donc à la fois de s'entraider, de se motiver, de voir qu'on n'est pas tout seul à travailler aussi, parce que quand on est tout seul chez soi, on se dit toujours que les autres ne le font pas ou que c'est plus facile pour les autres. Et tout en ayant une attention à la spécificité de chacun des enfants, d'autant plus dans notre établissement où nous avons un certain nombre d'enfants qui ont des besoins particuliers et que donc cette individualisation est indispensable. Il y a des choses très pratico-pratiques. Le fait par exemple que si à Gerson il y a un code vestimentaire, ce serait bien que les tuteurs le respectent parce que c'est toujours bien de donner l'exemple. Vous portez une responsabilité sur l'image de l'institution et sur l'image de Parcours lui-même. C'est un travail en équipe, justement. Donc évidemment, si nous travaillons avec vous, c'est que nous vous déléguons ce travail. Qui dit délégation dit réussite, accomplissement, et pas forcément d'être obligé de raccommoder les diverses erreurs qui auraient pu être évitées. Le plaisir du travail. Le plaisir, le goût et le plaisir du devoir accompli. C'est-à-dire de pouvoir sortir de l'étude en se disant non seulement j'ai fait ce que je devais faire, donc j'ai fait mon devoir d'élève, mais en plus je vais arriver en cours avec la tête haute et les épaules basses parce que je sais que je suis capable de répondre aux questions, que je ne suis pas prise en défaut et qu'en plus je vais avoir le plaisir d'avoir le résultat. Qui peut ne pas être tout de suite une bonne note, et c'est pas très grave, mais au moins d'avoir le retour d'un enseignant en face qui dit que le travail est fait et que voilà, l'enfant s'est donné du mal pour le faire, et donc de toute façon il va progresser, à sa vitesse, mais il va progresser. Mais c'est vraiment cette fierté d'avoir fait ce que je dois faire. Aider, et donc aider veut dire vouloir du bien pour cet élève, et donc s'intéresser à l'autre. Et non pas uniquement cocher la case pour remplir un service, regarder sa montre et se dire voilà, c'est fini. Ça va bien au-delà. Ce ne sont pas des métiers qui sont forcément très bien rémunérés ou qui sont très bien vus de la société, comme d'être trader et de gagner des millions, de rouler en Porsche. Mais les enjeux sont autrement plus intéressants. Il y va de la vie d'un élève, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à la société, qu'est-ce qu'il va pouvoir développer comme talent, ou est-ce qu'il va croupir et gâcher une vie. C'est ça, c'est un objectif quand même qui me paraît suffisamment intéressant. Le tuteur n'est pas un copain, mais il inspire le respect, et je crois que ce qui est important, c'est que les tuteurs comprennent qu'ils sont des exemples. Et que cette notion d'exemplarité, qui peut être lourde parfois, est absolument transcendante. Donc, être obligé envers l'autre, eh bien, nous oblige nous-mêmes à donner le meilleur.
Je pense que les tuteurs qui s'engagent ces parcours doivent bien le comprendre, ça. Ils sont responsables. Ils ne sont pas là pour quelques euros, ou même quelques euros avec plusieurs dizaines, mais vraiment pour progresser eux aussi eux-mêmes, parce que c'est une expérience professionnelle qu'ils seront capables de développer dans un CV. La première chose, je pense, qu'on attend d'un tuteur, c'est qu'il préserve un climat. Ça passe par le discours, ça passe par l'attitude, mais c'est un peu de tout. C'est-à-dire que nous, on a besoin que le soir, dans l'établissement, après les cours, le climat ne soit pas radicalement différent et qu'on puisse préserver une certaine sérénité, une attention aux autres et une coopération entre élèves. Moi, je dirais exigeant, juste et généreux. Exigeant, on n'est pas là pour être copains, ce que je vous disais tout à l'heure, de la rigueur. Donner l'envie de se dépasser, aller loin, voir loin. Juste, parce que quand on est exigeant, si on est injuste, c'est destructeur. Donc juste dans son appréciation, pourquoi je suis content, pourquoi je ne suis pas content, voilà, pourquoi je t'encourage, pourquoi là ça ne va pas. Et généreux, j'ai envie de dire généreux de ses encouragements, généreux de ses sourires. Hein, ça c'est une qualité d'un tuteur. Généreux de ses sourires, généreux de ses encouragements, généreux de son temps aussi. Si ça dure 5 minutes de plus, voilà, ça dure 5 minutes. Généreux de sa patience, parce qu'il en faut. Voilà, donc je vous dirais ça, moi, exigeant, juste et généreux. La constance, c'est important, parce que, en particulier avec les adolescents, la question de la justice, c'est très important. Et la justice, ça passe par la constance. On ne peut pas faire subir ses humeurs, ses problèmes personnels, voilà, aux élèves. Il faut qu'en toutes circonstances, on retrouve un certain cadre et une certaine attention, quels que soient nos problèmes extérieurs. Ça, je pense que c'est un point commun. Le deuxième, c'est de toujours se poser une question simple qui n'est pas qu'est-ce que moi je leur dis, mais qu'est-ce que eux ils apprennent, qui est pas simple. Il ne s'agit pas de faire une démonstration de virtuosité pédagogique, il s'agit de les faire travailler. Voilà. Et parfois, ça peut être tout simple. Il faut juste parfois leur dire faites l'exercice 5. Voilà. Et parfois, quand on est débutant, on veut tellement briller qu'on oublie que l'objectif, c'est celui-là, c'est qu'eux travaillent et pas tellement que nous, on travaille. Il peut y avoir un tuteur qui fait très peu de choses pendant son temps et qui est excellent parce que les élèves, ils ont révisé, ils ont fait des exercices, ils ont revu leurs leçons, ils ont compris des choses sans que le tuteur en fasse des tonnes. Voilà. Un bon pédagogue, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va être capable d'utiliser l'erreur pour avancer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut accompagner l'enfant à lui-même analyser ce qu'il a fait, déterminer où est l'erreur et la corriger, tout est gagné. Voilà. Donc si le tuteur est là pour dire non c'est faux et corriger, on n'aura rien fait, rien avancé. Et si le tuteur est dans la critique de dire non, tu as encore raté, on n'aura pas avancé non plus. Donc c'est vraiment trouver l'accompagnement pour redonner confiance, pour donner confiance, parce que quelquefois il y a déjà, mais c'est vraiment ce mot de confiance est très très important pour moi. Donner confiance et montrer aux jeunes qu'il est capable, même si au départ il y a un peu d'appui, qu'il est capable d'arriver à faire ce qu'on lui demande. Et que si l'enseignant demande un travail personnel, c'est que l'élève est capable de faire ce travail personnel. Voilà. Donc s'il n'est pas capable, essayez de trouver quelles sont les raisons. Est-ce que la raison c'est je n'ai pas été assez attentif en cours ? Est-ce que c'est je n'ai pas posé de questions pendant le cours ? Est-ce que c'est... Et là, le tuteur doit accompagner l'enfant à trouver quelles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas capable de faire le travail demandé. Je pense qu'il y a un repère qui peut être peut-être assez universalisable, c'est celui de la prise de parole. Après, on peut l'organiser de diverses façons. Il y a des élèves qui lèvent la main, c'est pas tellement la question, mais il y a un principe simple, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui parlent en même temps. Voilà. Et que la seule personne qui peut interrompre quelqu'un, c'est le tuteur, parce qu'il veut arbitrer ou il veut distribuer la parole. Ça, je pense que c'est un principe très important, qui est simple, qui est de respect mutuel, qui est connu de tous et donc qui ne demande pas d'autorité nouvelle, qui est, je pense, important pour le groupe. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'accueil. Il faut que les élèves se sentent
accueillis. Ça ne vaut pas seulement pour parcours, hein. C'est pareil dans les classes ou toute la journée ou pour les adultes. Ils ont besoin de se sentir accueillis. Donc ça peut être intéressant de réfléchir en fonction de sa personnalité, de ce avec quoi on est à l'aise, un petit rituel de début. Nous, on a un rituel spécifique à l'établissement qui est un rituel de silence, bref, mais de début. Mais ça n'empêche pas d'y associer autre chose ou de le remplacer par autre chose quand on est ailleurs. Ça peut être un petit jeu, ça peut être de présenter son voisin, ça peut être d'échanger sur la journée qui s'est écoulée, mais de marquer de façon un petit peu rituelle le début de la séance. Je pense que ça pose un cadre au sens presque de l'encadrement du tableau. Vous voyez, il y a un début, il y a une fin. Et ça, je pense que c'est précieux pour les élèves. Ça suppose une chose, par exemple, toute simple, qui est qu'on soit tous présents au même moment à l'accueil. Il ne peut pas y avoir un accueil différé. Il n'y a pas un élève qui arrive quand il veut et un autre qui sort. L'accueil, c'est on passe un petit moment tous ensemble de 5 minutes dans lequel on fait un rituel commun. Alors, s'il faut le différer de 5 minutes parce qu'on a besoin d'aller boire, ben, on le fait, mais je pense que c'est important d'avoir des rituels d'ouverture et ensuite peut-être des rituels en cours de séance de rythme. Voilà, on peut annoncer aux élèves, par exemple, on peut avoir un rituel qui est d'annoncer le contenu de la séance. On va faire ça pendant une demi-heure, on va faire ça pendant une demi-heure. Je pense que ça les repère. Parce que pour eux, la durée, du moins pour les collégiens, le début du collège, c'est long, une séance parcours, comme c'est long, 1 heure de cours, ils sont un peu perdus. Et donc leur donner des repères dans le temps, je pense que ça les aide à s'y sentir bien et à voir que ce n'est pas une durée délirante. Ils connaissent les jeunes, donc montrer déjà qu'ils portent un intérêt aux jeunes. Lui poser quelques questions, alors ta semaine ou hier, etc. Il ne va pas raconter sa vie, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger psycholo et enseignement, même s'il y a de la psycho dans l'enseignement. Mais lui montrer juste par un petit regard, un petit sourire, une petite question. Ouais, hier, je savais que ça allait pas bien, aujourd'hui, allez hop, on va y aller, on s'y remet. Ne jamais désespérer, hein, toujours comme base pour l'élève. Et puis, autrement, bah oui, préparer, c'est toujours pareil. Hein. Quand on parle en politique, vous voyez bien que les hommes politiques, ils sont bons quand ils maîtrisent leur dossier. Il n'y a rien de pire que de ne pas maîtriser son dossier. Donc ça veut dire que eux, c'est pareil. Il faut qu'ils maîtrisent leur dossier, il faut qu'ils connaissent les enseignements sur lesquels ils vont partager. Moi, je les invite à regarder les programmes. Ils vont sur EduScol. Ils lisent les programmes de l'Éducation nationale parce qu'il y a le devoir d'y répondre. Je pense que la première source de crédibilité aujourd'hui, quel que soit votre boulot, c'est votre compétence. Voilà. On ne demande à personne d'être compétent en tout. Donc, le mieux, si on veut être compétent, c'est déjà assumer ce dans quoi on ne l'est pas. C'est pas grave de ne pas être compétent dans tout, mais il faut le dire, il ne faut pas faire semblant. Ce qui serait terrible, et ce qui a pu arriver parfois, c'est des tuteurs qui font un peu semblant de maîtriser le sujet. C'est pas grave de ne pas maîtriser le sujet, il faut juste assumer, chercher une solution avec la coordinatrice ou avec les élèves, mais pas faire semblant, parce qu'alors là, on ne va pas être pris au sérieux et on va trahir la confiance des élèves. Et par contre, quand on est compétent, ça vaut le coup de le manifester un peu, parce que je pense que la confiance des élèves va grandir de ce fait-là. Il y a aussi le fait, je crois beaucoup, que les tuteurs de parcours sont des personnes qui font des études qui peuvent intéresser nos élèves, des études auxquelles ils aspirent, quelles que soient les études, parce qu'il y a beaucoup de champs académiques qui sont représentés, mais dans lesquels nos élèves peuvent se retrouver. Et ça crée une projection, une identification qui je crois, peut être un bon support d'autorité. La compétence est une constante dans presque tous les métiers, toutes les relations humaines. Le chef, s'il n'est pas compétent, on ne le respecte pas. Donc le tuteur qui se trompe, qui ferait faire des choses et les parents ou les professeurs seraient amenés à faire remarquer que ce n'est pas bon, là il perd tout crédit et il vaut mieux qu'il change de crèmerie. Ensuite, la bienveillance est indispensable, c'est-à-dire que le tuteur qui n'est pas intéressé par l'élève, qui ne souhaite pas son bien, il ne faut pas qu'il reste non plus. Donc il faut de l'écoute, de la bienveillance, de l'amour. En faisant le maximum pour ne pas dire d'erreur, c'est-à-dire que si on n'est pas sûr, on ne dit pas, et on dit qu'on n'est pas sûr et on cherche, en reconnaissant qu'on peut se tromper, c'est-à-dire qu'un tuteur, il peut avoir fait une erreur parce que c'était une matière qu'il connaissait moins, un chapitre qu'il ne connaît pas ou autre, et qu'il soit très transparent là-dessus, c'est-à-dire qu'il dise, voilà, j'ai été vérifié ou bon, voilà, je me suis trompé, ça me semble important, exactement comme je l'ai dit tout au début pour les enfants, sur le fait que c'est avec les erreurs qu'on peut les faire avancer, c'est pareil pour les tuteurs. Donc il faut qu'il y ait il faut que la confiance, vraiment que la confiance existe. Et pour que cette confiance existe,
Il faut que le tuteur puisse se remettre en question très régulièrement, mais en affirmant son autorité et son positionnement de tuteur pour autant, dans le cadre, mais beaucoup plus dans le cadre que dans la connaissance en fait. Inadmissible la moquerie. Inadmissible la moquerie envers un autre. En particulier quand l'autre se trompe, quand un camarade se trompe, quand un camarade hésite, quand... voilà. Pour moi, c'est vraiment le pire. Il faut savoir qu'à Sainte-Geneviève, il y a ce travail sur la vérité, être vrai. Tout à l'heure, vous me demandiez les qualités d'un tuteur. Je crois que c'est ça, c'est être vrai. Nous, c'est ce que nous attendons. La première chose que nous attendons du tuteur, c'est qu'il apprenne aux jeunes à être vrai. Vrai dans ses engagements. Je travaille ou je ne travaille pas. Entre les deux, j'ai décidé de ne pas travailler, j'assume. Mais je ne dis pas que j'ai travaillé quand je n'ai pas travaillé. À Sainte-Geneviève, le seul engagement que nous demandons aux jeunes, c'est celui de ne jamais mentir. Derrière, il y a la question de la triche. Il y a un gros travail à faire sur la triche pour nos élèves. Eh bien, le tuteur a ce rôle aussi, de lui apprendre. Et on voit bien dans un petit groupe de 4 ou 5, déjà on peut être tenté. Alors soit on est autorisé à travailler en groupe, génial, on travaille en groupe, parfait. Voilà, ça fait partie des qualités. Moi je pense qu'il ne faut pas tolérer qu'un élève sorte de la salle, qu'il soit hors de notre regard. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'un élève soit hors de notre regard. À moins qu'il soit sous le regard d'un autre adulte, dont on est assuré, à ce moment-là, très bien. Mais il ne peut pas y avoir un élève qui est hors de notre regard. Il ne peut pas y avoir, en aucune façon, de manque de respect à l'égard d'autrui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, de moquerie, même pour rire. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'il peut y avoir parfois une tentation de la moquerie rigolote qui est fédératrice. Et celui qui est visé, il rigole parce qu'il se dit « bon, ouais, c'est pas grave ». Mais peut-être qu'au fond de lui, il le vit mal. Et donc, je pense qu'il faut toujours qu'on se retienne de ça parce quand on est tuteur, comme quand on est professeur, on a un petit pouvoir. Il faut faire attention de ne pas en abuser de ce petit pouvoir. Il ne faut pas que ça puisse servir à des moqueries, à des abus quelconques. Voilà. Et puis, il faut être équitable. Il faut que la règle, ça soit la même pour tout le monde. Ce n'est pas la peine qu'il y ait 1000 règles. Ce n'est pas la peine d'en inventer beaucoup. Mais je crois que quand il y en a une, il faut vraiment qu'elle soit appliquée de façon permanente et non négociable. Les élèves ont un certain travail à faire. Donc il faut certes qu'ils se détendent, et il y a pour cela une récréation avant que le tutorat ne commence. Donc il est important de ne pas commencer le cours tout de suite avec eux sous prétexte qu'ils sont là et qu'ils sont très désireux de commencer. Non, c'est important de les envoyer dans la cour de récréation parce que ça va les détendre, parce que leur attention, leur concentration et la durée de leur effort sera bien meilleure si ils ont pu se détendre, prendre l'air. Le simple fait de monter et descendre les escaliers leur fait beaucoup de bien. Donc, première chose, respecter ce temps de récréation. Ensuite, il faut clairement qu'ils soient pris en compte, pris en charge. Et donc, sur 5 élèves, ce n'est pas difficile d'avoir un œil sur chacun pour encourager l'un, relancer l'autre, arrêter le 3e, relire le 4e et interroger le 5e. L'élève qui va tricher entre guillemets, c'est-à-dire qui du coup va aller chercher une réponse toute faite ou chez le voisin de l'étude parcours ou sur son téléphone ou autre, ça je pense qu'il y a un rôle très très important parce que c'est vraiment une problématique forte actuellement, donc ça je pense que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas tolérer. Et puis ne pas gêner le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'un enfant ou un jeune gêne les 3 ou 4 autres qui sont venus travailler. Donc ça, là, je pense qu'il y a une vraie fermeté à mettre en place. C'est très bien cet échange de SMS. Je pense qu'il faut être très factuel. Il faut éviter tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation. Faire très attention quand on dit un jeune ne va pas bien, ou un jeune n'a pas fait son travail, ou n'a pas travaillé. Il faut faire très très attention à ça. Est-ce qu'il ne va pas bien? Oui, non, après tout. Est-ce que c'est mon job de le dire? Non, je ne crois pas. Je crois que le job du tuteur, c'est de dire le travail, il a réussi à le faire ou il n'a pas réussi à le faire. Quand vous rentrez sur l'affect, sur l'âme du jeune, il faut y aller avec des grandes précautions. Et les parents sont hyper réactifs. Donc si jamais
l'interprétation est fausse, c'est dramatique et ça peut être dramatique pour le jeune aussi. J'aurais tendance à privilégier le factuel, qui est une information, et à éviter à tout prix, dans la vie de manière générale, les jugements, à moins qu'ils soient vraiment indispensables, quoi. Parce que ça n'apporte pas grand-chose et on est entre personnes intelligentes qui vont probablement aboutir au même jugement à partir des faits, donc c'est même pas la peine de les formuler. Mais par contre, pas masquer les faits.